L'unité des pays du tiers-monde, une belle idée en théorie, mais qu'il sera impossible de mettre en pratique. Bonjour, chers amateurs d'histoire. La décolonisation, on l'a vu, s'est fait de façon, somme toute, assez rapide sur les deux continents, l'Asie et l'Afrique. Et tout ça va entraîner la naissance d'un grand nombre de pays nouveaux. Et la question qui se pose à cette époque-là, c'est si les anciens peuples opprimés, donc les peuples colonisés qui sont désormais libres, s'ils pouvaient désormais s'entendre face aux deux blocs, le bloc de l'Est mené par l'URSS et le bloc de l'Ouest mené par les États-Unis. Donc, si ces peuples opprimés pouvaient s'entendre soudainement face à ces deux grands blocs et affirmer soudainement une voie originale qui échappe à la logique du communisme ou du capitalisme, donc affirmer une voie originale de développement qui leur soit propre. Alors, c'est le rêve que font les grands leaders du tiers-monde au lendemain de la décolonisation. Tout particulièrement Nehru, le leader de l'Inde, ou Nasser, le leader de l'Égypte, ou Tito, le leader de la Yougoslavie. Et ces gens-là seront les grands défenseurs du neutralisme qui va se manifester notamment lors de la conférence de Bandung. Donc, si on se met dans le contexte de 1955, beaucoup de pays ont vu le jour suite à la décolonisation. Et certains leaders poussent de plus en plus l'idée de créer une troisième voie, une voie qui va échapper, comme je l'ai dit, à la logique du bloc de l'Est ou la logique du bloc de l'Ouest. Alors, on va organiser à cette occasion-là une conférence, la première grande conférence des pays nouvellement indépendants. Et ça a lieu à Bandung, en Indonésie, donc en 1955. Alors, à l'invitation de Sukarno, le leader de l'Indonésie à l'époque, 29 délégations venant surtout de pays asiatiques, mais venant aussi un peu d'Afrique, vont se réunir pour plusieurs sujets. Ils vont d'abord se réunir pour condamner partout le colonialisme, qui est en voie de disparition, du moins dans sa forme connue jusqu'alors, mais ils sont là aussi pour réaffirmer le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et à respecter l'intégrité territoriale et la souveraineté des États. Donc, on affirme cela et on va aussi, par la même occasion, dénoncer la politique des blocs en appelant à la coexistence pacifique. Donc, c'est un refus qu'on oppose à la guerre froide et on cherche à ce moment-là une nouvelle voie. Alors, la conférence de Bandung sera perçue comme la première pierre à un édifice qu'on espère solide, donc l'élaboration d'une nouvelle idée. Ça sera une conférence très médiatisée et pleine d'espoir. Alors, la question qui est sur toutes les lèvres à l'époque, est-ce qu'une nouvelle voie, une troisième fois, est en train de naître à cette occasion-là? Quoi qu'il en soit, donc, c'est à tout le moins la prise de conscience de tous ces peuples autrefois opprimés qui retrouvent une certaine dignité. Mais la conférence de Bandung n'était perçue que comme une première étape. Et bientôt, à Belgrade, en 1961, on va organiser une autre conférence. À Belgrade, donc en Yougoslavie, donc en Serbie plus précisément. Alors, ça se passe sous l'invitation de Tito, qui est le leader de Yougoslavie, qui s'était, en 1945, dissocié de l'URSS. Alors donc, sous l'influence, encore une fois, donc de Tito que je viens de mentionner, mais également de Nehru, le leader de l'Inde, et Nasser, le leader de l'Égypte, 25 pays, tous ensemble, donc issus du tiers-monde, issus des anciennes colonies, vont fonder le mouvement des non-alignés. Non-alignés dans le sens qu'on veut aller ni dans la voie du communisme, ni dans la voie du capitalisme. Alors, l'objectif de la conférence de Belgrade était de devenir des acteurs à part entière de la vie politique internationale. Et ça signifiait en même temps le refus de tous ces gens-là, de tous ces pays-là, de devenir tout simplement des satellites de l'un ou l'autre des deux blocs, le bloc de l'Est ou le bloc de l'Est. Alors, au lendemain de cette conférence à Belgrade, donc au début des années 60, le monde semblait ainsi de moins en moins bipolaire et de plus en plus multipolaire. Au lieu de tourner autour de deux principaux pôles, on commençait à envisager d'avoir plusieurs pôles autour desquels on pouvait graviter. Et
Effectivement, les pays du tiers-monde commencent à se dire entre eux qu'ils ont remporté des succès. Ils sont très peuplés, ils possèdent beaucoup de richesses, donc ils sont en droit de nourrir beaucoup d'espérance. Malheureusement, les réalités ne seront pas à la hauteur des espoirs entretenus lors des conférences de Bandung et de Belgrade. Le tiers-monde va finir par se diviser et de nombreux pays vont connaître des problèmes internes, que ce soit de nature politique et économique, et ces problèmes-là vont être sans cesse grandissants. Dès le départ, il y avait un problème, c'est que l'unité du tiers-monde est plus apparente que réelle. Ces pays, en fait, sont très différents. Leurs intérêts et les défis qu'ils ont à relever sont également très différents. Alors, rapidement, malheureusement, on va devoir abandonner la troisième voie qu'on préconisait jusqu'alors. Alors, par exemple, en Afrique, une grande partie des anciennes colonies françaises vont finir par accepter une coopération étroite avec la France et finalement une décolonisation seulement partielle. Alors donc, tout ça pour leurs intérêts immédiats à court terme. Ils ont vu là plus d'avantages que dans une coopération internationale qui restait malgré tout assez floue. Alors, en ce qui concerne la Libye, l'Algérie, l'Égypte ou la Guinée, pour des raisons différentes, ils vont refuser toute ingérence de la part de leur ancienne métropole. Donc, certains pays restent en lien avec leur métropole, d'autres s'en séparent complètement. Et que se passe-t-il en Asie? Eh bien, le Pakistan et les Philippines et la Thaïlande vont passer finalement sous alliance américaine, donc en profitant donc de son amitié protectrice, alors que le Vietnam, le Cambodge et le Laos, eux, vont passer sous des régimes d'obédience communiste, donc dans l'orbite de l'URSS. D'autres tentatives d'organisation connaîtront aussi des échecs, comme la Ligue arabe ou l'Organisation de l'unité africaine. Par exemple, la Ligue arabe ne réussira pas parce qu'elle est confrontée à de multiples contradictions. Le problème du monde arabe, par exemple, c'est qu'il était coincé entre deux voies possibles, les aspirations nationalistes, donc d'un pays à l'autre, ou les liens religieux plus unitaires, communs à l'ensemble des pays. Alors, on va constamment osciller entre les deux et plusieurs pays vont prendre des voies différentes. Pour ce qui est de l'Afrique, il y aura l'Organisation de l'unité africaine, donc qui va refuser de toucher aux frontières coloniales et ils ne se doteront pas de moyens minimums d'intervention. Donc, encore une fois, dans le cas de l'Afrique, on n'arrive pas à s'entendre. Ainsi donc, la guerre idéologique mondiale et les intérêts locaux de chaque pays ont eu raison des beaux rêves d'unité. Alors, ces pays-là avaient plus d'éléments qui les divisaient que d'éléments qui les réunissaient. Et ainsi, peu à peu, le tiers-monde va se diviser. Et bientôt, il s'entredéchirera. Ainsi donc, malheureusement, il faut parler d'un bilan globalement négatif. Alors évidemment, on peut voir les choses dans leur ensemble et voir certains éléments positifs. Il faut mentionner que la colonisation a eu certains effets qui pourraient être considérés comme bénéfiques. La modernisation que ça a apporté, certaines infrastructures, fondations d'écoles, mais ces effets positifs qui ont été évidemment très médiatisés par les métropoles eh bien, leurs effets, leur portée ont été souvent exagérés. En fait, dans l'ensemble, le bilan de la colonisation est largement négatif pour les peuples colonisés. Alors, on pourrait citer plusieurs exemples flagrants. La colonisation va provoquer, entre autres, la destruction des économies traditionnelles vivrières. Il faut savoir que l'économie des colonies était au service de l'économie des métropoles. Alors, on va introduire dans les colonies des monocultures spéculatives, alors d'où une grande dépendance des colonies vis-à-vis des métropoles et une économie qui va souvent être très déséquilibrée, avec une industrialisation qui va être très faible et uniquement fondée sur l'exportation de matières premières, soumise de toute façon aux fluctuations des cours mondiaux. Donc, l'économie que les métropoles ont construite dans les colonies correspondait davantage aux besoins de la métropole qu'aux besoins des colonies elles-mêmes ou des futurs pays qui vont en découler. Il faut mentionner aussi la déstructuration des pouvoirs traditionnels. Donc, dans la mesure où est-ce que ceux qui vont gouverner les colonies, ce ne sont plus les personnes, les populations locales, mais évidemment des gens envoyés par les métropoles. Alors donc, les populations des colonies vont être coupées du pouvoir pendant de nombreuses années. Et ça va amener
plusieurs replis de type identitaire et ça va amener aussi la mise à mal des cultures traditionnelles. Donc, on déstructure le pays, on se modèle sur la métropole sans savoir si ça va bénéficier ou sans se demander de toute façon si ça va bénéficier aux colonies. Et donc, on assiste par la même occasion au plaquage d'institutions à l'européenne sur des populations pour lesquelles un tel système n'était visiblement pas fait et qui vont finir par dégénérer. Alors, on crée des institutions européennes dans les colonies, mais sans tenir compte de ce qui existait auparavant, donc sans tenir compte des besoins des gens. Et il y a aussi la question des frontières qui est absolument tragique. C'est que on va assister durant la période coloniale au découpage à la hache des frontières. Et comment on les fixe ces frontières-là en fonction du seul intérêt des colonisateurs. Et ça va conduire parfois à des aberrations géographiques et humaines. Hein? Donc, plusieurs populations qui ont des liens ensemble normalement vont être séparées physiquement par des frontières et d'autres populations qui saillissent pour mourir vont être forcées de vivre dans la même région, dans le même pays, à l'intérieur des mêmes frontières. Et d'autre part, évidemment, les dirigeants européens qui arrivent dans les colonies vont accaparer les meilleures terres. Et tout ça va amener, évidemment, une urbanisation parce qu'il y a un exode rural qui a eu à cette occasion-là. Beaucoup de gens quittent les campagnes. On va assister à une urbanisation qui est mal contrôlée et un chômage de plus en plus galopant. Alors, un chômage que le colonisateur s'est bien gardé de traiter. Évidemment, lorsque les Européens vont arriver en maître dans des pays d'Afrique ou d'Asie, ils vont s'arranger pour diviser, pour régner. Alors, on veut utiliser et exacerber certaines rivalités anciennes entre tribus. Alors donc, diviser pour mieux régner, comme je l'ai dit. Alors tout ça, ça va laisser des situations explosives. Hein? Comment ne pas penser au Rwanda qui découle de ces anciennes rivalités qui vont être exagérées avec le temps parce qu'on va jouer dessus pour mieux régner. Et d'autre part, que va-t-il rester de cette époque coloniale? Le legs d'une pratique permanente de l'autoritarisme, qui va peser lourd ensuite sur les pratiques institutionnelles. Si pendant de nombreuses générations, on impose la loi aux gens du lieu, ben une fois qu'on les laisse gouverner eux-mêmes, ben on aura le réflexe de se retourner encore une fois vers l'autoritarisme. Alors, c'est pas pour rien que dans plusieurs pays des anciennes colonies, on va avoir des dirigeants très forts qui finissent par devenir présidents à vie ou des dictateurs tout simplement. Donc, on revient aux formules qu'on a connues auparavant. C'est très difficile de fonder une démocratie lorsqu'on n'en a pas les bases au départ. Et d'autre part, il faut bien le dire, beaucoup de décolonisations vont être bâclées. Hein? Les colonisateurs, donc les puissances coloniales, n'ont pas créé les conditions d'une indépendance réussie. Alors les exemples sont multiples, comme au Congo, dans l'ancien empire portugais, etc. Toutefois, même s'il faut reconnaître que les colonisateurs ont été à l'origine de lourdes erreurs et de nombreux problèmes, on ne peut toutefois pas les accuser d'être les seuls responsables des multiples conflits entre les peuples qui existaient parfois déjà avant et qui masquent souvent des luttes de pouvoir. Alors oui, les puissances européennes sont responsables de bien des problèmes, mais ils ne sont pas les seuls responsables. Alors les gens sur place aussi se sont affrontés les uns les autres, ce qui a évidemment empiré la situation. Alors qu'en est-il désormais? Le tiers-monde n'existe plus. Il a éclaté et ces pays ont connu des évolutions si divergentes que on ne peut plus les associer. Alors on peut distinguer plusieurs catégories de pays. Alors désormais on pourrait parler des nouveaux pays industrialisés comme par exemple en Asie orientale, donc ce sont les régions qui ont le mieux réussi. Il y a aussi les pays pétroliers, hein, donc à l'origine de l'OPEP, hein, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Donc ces pays pétroliers ont connu un énorme afflux de dollars après 1973. Mais ils voient maintenant leurs recettes baisser et ils sont face à une poussée de l'islamisme actuellement. Donc, ils ont eux-mêmes leurs propres problématiques, leurs propres difficultés. Et il faut bien mentionner aussi les pays les moins avancés, les PMA. Alors, l'Afrique, entre autres, qui connaît de graves difficultés, donc qui sont souvent, mais pas assez, documentées par les médias. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? C'est que, oui,
Il y a eu une décolonisation qui a amené finalement la libération de ces nombreuses populations, que ce soit en Afrique ou en Asie. Sauf que cette décolonisation ne s'est pas faite toujours selon les règles de l'art. D'autre part, on n'a pas donné tous les moyens à ces différents pays pour pouvoir s'organiser. Et en plus, ces différents pays n'ont pas nécessairement des intérêts communs qui les ont amenés s'amener vers une lutte commune dont ils auraient pu bénéficier. Ce qui fait que la situation actuelle dans le tiers-monde fait l'affaire en général des pays les plus avancés et donc beaucoup de ces pays-là vont continuer à être des fournisseurs de matières premières et leur économie en retard va être au service des pays les mieux nantis.